je pense que beaucoup l'ont vu, beaucoup au moins ont vu passer et ont pu y accéder gratuitement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ont pu le regarder gratuitement et ça, c'est quand même un vrai plaisir parce que quel match on a eu ce dimanche. Sur le match en lui-même et là, du coup, on va parler un peu terrain, surtout terrain d'ailleurs. Je vais donner la parole à toi, David, parce que tu avais déjà commencé tout à l'heure, et après j'en reviendrai au problème défensif du Real. Mais pour l'instant, surtout côté Barça, qu'est-ce que tu as vu hier et qu'est-ce qui t'a plu le Bah, plus côté moi, Barça? quand tu dis quel match, moi j'ai reçu aussi des WhatsApp et des tweets de gens qui me disaient oh là là, quel match, etc. Pour moi, c'était du spectacle parce qu'il y avait plein de buts, mais c'était pas un match de bonne qualité parce que les défenses n'étaient pas au rendez-vous, surtout la défense du Real qui était catastrophique. Donc le Barça, oui, a mis beaucoup de buts avec beaucoup de talent, hein, bien sûr. Hein, Lamine Yamal, c'est un pur génie. Rafinha, bon, bah, il a son firmament. Mais bon, c'est pas les buts qui font la qualité, je trouve, technique d'un match, quoi. Et là, c'était un match que j'ai trouvé de piètre qualité sur le plan de la maîtrise du milieu de terrain, de la défense, de l'engagement physique des acteurs, etc. J'ai trouvé que c'était un peu un match de cirque, quoi, un peu un All-Star Game, si tu veux, un match un peu trop ouvert, quoi. OK. Ah mais je comprends totalement la critique. Moi il y a un côté où d'un côté je la comprends sur le côté, comme tu as dit intensité, surtout placement, intelligence, tactique, des 2 défenses. Encore une fois, surtout côté Real Madrid, où on va revenir après sur le match mais horrible de Tchouaméni. C'était horrible. Mais je peux pas m'empêcher de retenir cette capacité technique où, en fait, oui, OK, il y avait des espaces, c'est vrai, mais la passe sur le but, le centre sur le but de Rafinha de la tête, je sais plus qui le met, mais waouh, mais quel délice de passe, quoi. Quel délice de Non, passe. mais Koundé qui l'a fait, techniquement, hein. Comment? C'est Koundé qui fait C'est Koundé qui fait le le centre, voilà, but. mais j'avais plus en tête, tu vois? Mais C'est un quel délice centre de centre. tendu et il a ce match ensuite. Il est magnifique ce but. Quel délice de centre, mais incroyable. Pareil, la qualité technique, bah, je reprends, mais le but de Mbappé, magnifique, c'est que croche, enfin, ces deux passements de jambes avant le tir. La qualité technique de Lamine Yamal qui fait juste une petite passe et qui fait passer Courtois pour un piètre gardien, alors que, bref, juste il la met pile au bon endroit, pile qui rafle le poteau pile comme il moi, je faut. trouve qu'il y a un truc qui était globalement agréable, c'est le fait de jouer en première intention des deux Mhm. côtés. Ouais. Ça, je trouve ça sympa parce que le football espagnol, pour le coup, quand on en parle souvent dans la façon que Luis Enrique demande à ses joueurs de jouer au PSG, c'est de repasser 50 000 fois par l'arrière ou par le milieu de terrain. Là, non, ça joue en première intention vers l'avant, à l'allemande, si je puis dire, À la pour, flic. pour évoquer le style Hansi Flick. Et jouer à l'allemande quand il y a la qualité technique des joueurs du Barça, en fait, ça donne 5 buts, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que les mecs, ils font les passes parfaites, ils font le dernier geste nickel. Le but de Lamine Yamal, bon, il est placé, il peut même le tirer moins fort s'il veut. La balle est tellement placée que Courtois a aucune chance. Donc c'est un régal, c'est un régal pour les yeux, c'est sûr. Mais alors, j'allais dire, on parle du but de Yamal, mais en fait, on parle souvent des buteurs parce que les buts sont beaux en eux-mêmes, hein, ça c'est Ah clair et ouais, net. je sais ce que tu vas dire. Mais Je suis sur le but tellement de d'accord, Yamal, vous regardez la déviation de Lewandowski, bien sûr. elle est exceptionnelle, cette déviation de Exceptionnel, Lewandowski. exceptionnel. Les déviations sont magnifiques, les petites passes comme ça. En fait, je pense que ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la possibilité, quand Lewandowski donne le ballon dans le bon tempo, ce qui est exceptionnel, c'est la passe et en même temps, la coordination entre les deux. C'est-à-dire le fait Exactement. que quand Lewandowski met la balle en profondeur, il sait exactement où la mettre parce qu'il sait que Donc, Yamal va venir et Yamal sait exactement où Lewandowski va la mettre. Il y a une coordination extraordinaire dans ce but. Au-delà du toucher de Yamal qui est génialissime, mais il y a ce ballon de Lewandowski et la coordination entre lui et Yamal qui est vraiment phénoménale. non, non, mais on a vu un grand Barça qui joue en première intention, qui joue de l'avant, et bon, face à une défense un peu lâche, ben voilà, ça donne 5 buts. Et on a vu un Real Madrid. Encore une fois, pour terminer un petit peu juste enfin, pas pour terminer, j'ai encore deux questions sur le Barça, mais on va y venir après. Homme du match pour toi, David, tu mettrais qui? Parce que, bref, il y a deux candidats, enfin, il y en a surtout un, mais toi, tu mettrais qui et pourquoi? Bah, je vais t'en dire deux différents, mais
Je trouve que Rafinha, il est vraiment au sommet de son art et il l'a encore confirmé. Mais pour moi, la superstar qui éclate aux yeux du monde entier, c'est Lamine Yamal, quoi. Pour moi, Lamine Yamal, là, il a fait un match de Ballon d'Or, quoi, hier. Et en fait, je vois pas comment on peut considérer qu'un autre joueur que lui est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Mais c'est peut-être un brin subjectif, mais j'ai cet avis-là depuis l'Euro déjà. Et je pense que ce gamin-là est en train de mettre une claque à tous les autres prétendants au Ballon d'Or, les uns après les autres, match après match, quoi. Moi, je continue à penser que si Lewandowski continue comme ça, il peut l'avoir et peut-être ça serait bien qu'il ait, parce que Yamal, je pense qu'il va les avoir dans les 10 prochaines années. Il va en avoir peut-être 5 ou 6 d'affilée. Ouais, mais à la peut-être liste. dès cette année, justement. Je me disais la même chose que toi, mais je me dis peut-être dès cette année quand même, parce qu'il est Ah tellement, non, mais c'est tellement au possible, hein, niveau. bien sûr. Ouais. Mais moi, je pense aussi que Rafinha, pour moi, si Rafinha continue à ce niveau-là, il sera dans les 3 premiers, hein. Enfin, Rafinha, il fait une saison il- incroyable, vraiment. Ouais. je voulais revenir sur le but, cette tête-là qui se match comme ça. euh, elle, j'ai trouvé une détermination dans ce coup de tête. Enfin, le centre de Koundé, il est bon, mais je trouve que Rafinha, il va la chercher quand même. La tête, elle est très bonne. J'ai l'impression que si c'était un autre Rafinha, joueur lambda il est mort de conforme, faim. il la met peut-être Il est pas. mort de faim. Il est Voilà, mort il de est faim, mort de faim Rafinha, et cette ça se saison. voit. Il vient vraiment devant. Ah, euh, comme vous l'avez dit, de toute façon, il a passé tellement un cap. C'est passé d'un joueur, enfin, on le rappelle encore une fois, hein, mais que le Barça voulait absolument partir. C'était un indésirable. Il y a même la saison dernière, un début de saison et tout ça, mais c'était Ouais, indésirable. c'est C'était, moyen, ouais. ah, ça y est, pour que les finances aillent bien, il faut faire partir Rafinha, Ferran Torres. Il était dans ce lot-là. Et du jour au lendemain, enfin, pas du jour au lendemain, mais l'arrivée de Flick l'a complètement libéré et c'est devenu un incontournable, enfin, un joueur monstrueux. Appelé avec le Brésil, capitaine du Barça hier, sur une victoire 5-2 face au Real. Bon, ouais. Ouais, Flick en a fait son capitaine. Flick l'a complètement relancé. Flick a vu un truc que personne d'autre n'avait vu avant lui dans ce joueur. Et effectivement, un niveau incroyable, mort de faim, très juste techniquement, très fort. Comme quoi, le Capitana peut aussi en Scander un libérer joueur. certains. Il y en a pour eux, c'est un poids, et puis pour lui, c'est Pour d'autres, c'est une libération. Donc, exact. C'est vrai. C'est vrai qu'on bah, du coup, voilà, pour un petit peu plus, je sais qu'on parle surtout du match, et encore une fois, on va y revenir sur le match après au côté Real Madrid, mais là, j'avais envie de rester juste un peu sur le Barça, parce que, bon, on s'est beaucoup enflammé, forcément, là, je pense que les gens le diront, mais on s'est beaucoup enflammé, parce que ce match-là, c'est un classico, parce qu'il est attendu, il est peut-être pas attendu comme quand c'était la période de Ronaldo, Messi, Ramos, etc. C'était peut-être pas la semaine classico où bref tout le monde était à fond, mais c'est quand même un match ultra attendu par un peu tout le monde. Et là, du coup, c'est forcément l'actualité folle du week-end, surtout quand il y a un résultat comme ça. Mais la réalité, c'est que avant ça, le Barça, c'était plus compliqué. Le Barça, il y a plus de victoire en Liga depuis donc le 3 décembre 2024. Il y a déjà plus d'un mois contre Mallorca, 5-1. Et juste avant ça, c'était défaite contre. En gros, ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, c'est une seule victoire lors des 5 derniers matchs. Et lors des 5 derniers matchs en Liga, c'est 3 défaites et un nul. Après, voilà, juste pour pas. Il faut pas oublier tout ça, évidemment. Donc, il y a la défaite contre l'Atlético 2-1, la défaite contre Leganés, la défaite donc contre Las Palmas, je l'ai dit, la victoire contre le Betis, et seulement entre, du coup, la victoire contre Mallorca 5-1. Donc le Barça n'était pas non plus dans une grande forme. D'ailleurs, ils ont perdu la tête du championnat il y a un peu de temps quand même. Ils sont même 3e de Liga à 5 points maintenant du Real Madrid, ce qui n'est pas rien du tout. 5 points du Real et 6 points de l'Atlético. Donc ils sont loin, bref, ils sont à 6 points, ils sont à 2 victoires de l'Atlético, donc ça peut aller très vite, mais quand même, ça commence, c'est pas un point ou c'est pas à égalité, non, ils sont à 5 points du Real, 6 points de l'Atlético. Juste, voilà, pour conclure là, sur le côté Barça, David, comment t'expliques justement que d'un match à l'autre, là, c'est l'explosion. Est-ce que c'est une équipe de grands matchs, encore une fois? Et juste un autre truc, comment se relancer comment reprendre, reprendre la tête et essayer
d'essayer de... Ouais, ils ont eu un énorme coup de moins bien à l'automne. Là, je pense qu'il y avait beaucoup d'internationaux dans le stade, dans l'équipe, probablement un peu de fatigue, tous ces joueurs qui ont été jusqu'au bout à l'Euro. Je sais pas, enfin, il faudrait analyser plus en profondeur, mais il y a eu vraiment un énorme coup de moins bien qu'on n'avait pas trop vu venir. Là, on a retrouvé le Barça du tout début de saison, flamboyant, avec la patte Hansi Flick. Bah, comme tu dis, hein, c'est sur la longueur qu'il faudra juger le niveau réel de ce club. Pour l'instant, ils sont troisième en Liga, bien partis en Ligue des Champions. Faut voir. Bon, ils sont capables du meilleur comme du pire. Après, la Liga, c'est pas un championnat facile, évidemment. À chaque week-end, t'as des équipes qui ont analysé les points faibles et qui appuient là où ça fait mal. Et parfois, ça passe. Souvent, c'est passé au cours des dernières semaines. Et à l'inverse, bah, fallait pas s'attendre à ce que le Real reste la tête dans le trou très longtemps, hein. C'était tout à fait normal que le Real finisse par passer devant. L'Atlético, qu'on n'a pas forcément vu venir, qui a pris tout le monde de court et qui est en tête. Bon, le Barça d'Hansi Flick, pour l'instant, ça reste globalement une réussite, mais avec des à-coups. Donc on jugera, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. On jugera cette saison à la fin de la saison. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Difficile de savoir si le Barça, c'est celui qu'on a vu hier soir ou s'il va y avoir d'autres trous d'air dans la saison. C'est difficile à dire. Ok. Du coup, pour compléter, pour terminer le paragraphe Barça, comment on gère le mercato hivernal? Comment il faut gérer ce mercato, Nico? Est-ce qu'il faut absolument trouver une porte de sortie, par exemple, pour des joueurs comme De Jong, Ferran Torres, etc., pour être à l'aise financièrement et pouvoir ne plus avoir de doute concernant des Dani Olmo, etc. Ou est-ce que tu vois un point sur lequel il faut être renforcé, il faut se renforcer? De Qu'est-ce que toute t'en façon, penses? ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre financière au niveau financier. Donc déjà, ça relève du miracle que Dani Olmo puisse être inscrit avec Pau Victor. Je pense que s'ils ont la possibilité, il faut pas bouger l'effectif parce que ils sont sur une dynamique positive. Donc pourquoi changer quand une équipe gagne? Après, c'est vrai que le problème d'un De Jong, c'est qu'il peut être précieux, mais il est souvent blessé. Et puis, c'est vrai que pour des gros clubs, avoir des gros mouvements en mercato d'hiver, c'est pas forcément l'idéal. Maintenant, moi, je garderais aussi des éléments comme Ferran Torres parce qu'ils peuvent être très précieux pour la deuxième partie de saison. Le Barça aura besoin d'un banc solide. Parce qu'on se souvient que souvent, quand cette équipe, historiquement parlant, quand ils avaient 11 cadors sur le terrain, mais il n'y avait pas de banc, ils ont un moment tiré la langue. Donc là, je pense que ça serait bien pour eux déjà qu'ils gardent évidemment leur triplette, qu'ils la gardent en forme, on va dire. Après, il y a ce trio Gavi, Pedri. Pedri revient de blessure, Gavi également. Casado émerge, très très bon Il a- d'ailleurs. ouais. Et donc De Jong, je pense ça serait bien que pour lui qu'il reste parce que ça crée une concurrence et ça permettrait de toute façon vous voulez jouer, donc il faut performer à l'entraînement. Et forcément, la concurrence crée une émulation qui fait que vous avez l'effectif qui va tous les joueurs de l'effectif vont essayer de jouer un maximum pour et performer un maximum à l'entraînement. Et puis d'un match à l'autre, vous pouvez faire tourner. Donc je pense que c'est une équipe qui veut jouer sur tous les tableaux. Donc à mon avis, moi si j'étais Hansi Flick et Deco, directeur sportif, je jouerais la stabilité. Par contre, il faut vraiment commencer à trouver une stabilité financière et pas faire du bric et de broc, de faire du bricolage pour essayer d'inscrire ses joueurs. Peut-être essayer de faire moins d'opérations financières chères été comme hiver et essayer de trouver une stabilité à la fois économique et aussi sur le terrain. Donc, Surtout qu'en plus, tu peux te permettre une certaine. Tu as tellement de joueurs incroyables qui sortent de ton centre de formation qu'il y a moyen. il y a ça aussi. Donc Ouais. pour moi c'est très bien qu'ils aient pris Dani Olmo, c'est un joueur formidable. Mais pourquoi aller prendre un joueur à 49 millions quand on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment on va les inscrire et les payer? C'est ça le problème. Donc maintenant qu'ils l'ont inscrit, j'espère pour eux que ça va être pérenne. Et maintenant, il faut trouver des solutions à la fois au niveau de la Masia, au niveau du centre de formation, et essayer de trouver une stabilité au niveau de l'effectif, parce que Yamal, il va rester là pendant probablement 10 ans.
Lewandowski, il faudra peut-être remplacer à un moment donné Lewandowski sur le long terme, mais pour l'instant, il performe, il marque beaucoup. Donc, pour l'instant, je jouerai la stabilité, puis on verra après pour l'été prochain. Ok. D'ailleurs, juste avant de donner la parole à David, parce que j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas forcément suivi, ils ont pu inscrire Olmo et donc Pau Victor grâce à avoir, enfin, après avoir vendu des places VIP du stade donc du Camp Nou. Donc c'est bref, t'as raison de préciser, bref, c'est tout le temps ric-rac, c'est à des L'été dernier, ça allait maintenant. C'est-à-dire l'été dernier, ils avaient failli ne pas pouvoir inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Ils avaient eu une mesure temporaire. Ils avaient bénéficié d'une mesure temporaire jusqu'au 31 décembre. Et après, ils attendent le 31 décembre à minuit pour faire en sorte que ça passe, et ça passe pas. Et c'est l'intervention du comité sportif lié au gouvernement espagnol qui leur a été favorable, alors que la Liga et la Fédération leur ont été défavorables. Ce qui a créé un tollé et une confusion au sein des instances espagnoles, d'ailleurs. Exactement. Du coup, David, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Et je vais juste me permettre du coup de te demander. Parce qu'on a quelques... Ah, pardon. Pardon. Non, je te disais, du coup, voilà, si tu voulais rajouter quelque chose à ce que Nico a dit, et je me permets du coup par la même occasion de te poser, enfin bref, de te dire, donc on a quelques réactions dans les commentaires, mais il y a quelqu'un du coup qui explique qu'il faut quand même vendre, malgré du coup ce que Nico a dit, cette fameuse stabilité, il faut quand même vendre, il faut plus acheter, il faut vendre. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec cette personne? Et est-ce que si tu vends, tu vendrais qui en priorité, quoi? C'est surtout ça. Bah là, on parle sur le mercato d'hiver, on parlait du départ de quelques gros salaires qui jouent plus, genre Christiansen. Enfin bon, il y a quelques joueurs vendables sans aucune conséquence sportive à court terme. Donc ça, je pense qu'ils vont passer en privé. Après, faut essayer de les vendre dans les bonnes conditions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, juste un petit détail économique, c'est que le Barça, les travaux du Camp Nou vont être finis bientôt. Enfin, la première phase des travaux vont être finis, donc ils vont pouvoir réintégrer le Camp Nou au mois de février, dans un mois. Donc avec 62 000 places dans un premier temps. Et quand les travaux seront complètement finis en 2026, il y aura 105 000 places dans le nouveau Camp Nou, avec en plus un contrat de naming, hein, ça va s'appeler le Spotify Camp Nou. Donc là, ça va quand même changer la donne sur le plan économique. Et là, le club tire la langue jusqu'à la fin des travaux du Camp Nou, mais c'est assez imminent hein, qu'ils retrouvent une partie de leur nouveau stade avec ces fameuses loges VIP qui vont vendre à prix d'or. Les places au Camp Nou, elles se vendent très cher. Hein. Pour le coup, c'est le même modèle que j'ai monté tout à l'heure sur le football anglais, hein, le prix des places à Barcelone. Donc la fin du mauvais moment à passer est proche. Quoi, pour le Et pour le coup, le Camp Nou a un taux de remplissage assez exceptionnel. Donc là, pour le coup, Ok. Donc ça va pas régler la dette ils ont presque 1 milliard de dettes. Hein, ça va pas régler ça en un coup de baguette magique, mais ça va les remettre sur les bons rails avec probablement une explosion du chiffre d'affaires dans la deuxième partie de saison grâce aux recettes du contenu. Et puis il y a aussi le merchandising qui est quand même, quand on est le Barça, on vend beaucoup plus de maillots que quand on est l'Espagnol, par exemple. C'est sûr. Ça, c'est aussi une réalité. Donc ça peut aussi les aider d'avoir... Et c'est pour ça que je dis c'est important aussi de garder des noms, parce que si vous avez un Lamine Yamal, il va vous vendre beaucoup plus de maillots que si vous avez un attaquant lambda de Liga. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ok, très bien. Juste donc pour parler un peu maintenant côté Real Madrid, parce qu'il faut. David Teur, il a noté la très mauvaise défense. Évident. Je pense que tout le monde aura vu les problèmes défensifs. Pas que, parce que d'ailleurs au milieu de terrain, encore une fois, c'est pas du tout pour les enterrer hein, sur ce match-là, mais les deux Français ont été pas bons du tout. Camavinga, d'ailleurs, c'est lui qui fait le penalty, donc qui provoque le penalty c'est Gavi et du coup qui est finalement transformé par Lewandowski. Quand il y a un partout. Hein. Quand il y a un partout, tout à fait. Quand il y a un partout, c'est important de le dire. Et puis surtout, il est à 2 doigts de se faire exclure de la partie. Et vraiment, il passe à 2 doigts de l'exclusion. Enfin bref, de prendre le deuxième jaune et donc carton rouge. Et du coup, il se fait remplacer direct en seconde mi-temps
Il me semble que c'est par comment il s'appelle? Par Ceballos. Donc voilà, et de l'autre côté, Tchouaméni, pareil, un match horrible. Est-ce que tu as comment dire? Sur cette assise défensive, tu as quelque chose à dire, David? On rappelle quand même que ou Nico, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Nico, mais il y a donc sur cette assise défensive, juste, c'est vrai que, par exemple, on peut noter 2 grosses blessures, Dani Carvajal et Eder Militao qui sont pas là, pour une longue période, et ça, forcément, ça affecte. Est-ce que tu as juste quelque chose d'autre à rajouter, par rapport à ça? Tu veux passer au milieu de terrain? Qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez quelque chose à dire Ils vont sans doute prendre quelqu'un au mercato d'hiver en défense centrale. Je pense que c'est pas possible de tenir jusqu'à la fin de la saison avec ça? sans Militao avec ce qu'ils ont là, ça tient pas, quoi. Je pense que Il y a alors juste pour bref, essayer de de continuer un peu là-dessus, il y a Alaba qui devrait, enfin bref, qui était déjà revenu, je crois il était assis sur le banc, mais il revient tout juste de blessure. Donc bref, après aussi, voir dans quel état il revient, parce que c'est toujours pareil. En plus, c'est un joueur qui a déjà plus de 30 ans, bref, qui revient de plusieurs grosses blessures, parce que depuis qu'il est au Real, il a quand même de grosses blessures, surtout encore une fois cette dernière. Il y a un truc que j'ai pas compris là, du coup, je vais te donner la parole à toi, Nico, juste après, mais il y a un truc, moi, j'avoue, j'ai eu du mal à comprendre, c'est tu as un joueur comme Raúl Asensio, donc défenseur central de ton centre de formation, qui te donne des vraies garanties, qui t'a donné des vraies garanties, qui a fait un vrai beau match, par exemple, juste contre Mallorca, qui a fait un match très solide. Et depuis voilà, bref, depuis qu'il a intégré un peu l'équipe et qu'il joue un petit peu, il est très intéressant. Et pourquoi avoir préféré un joueur comme par exemple, là, je vais citer lui, mais encore une fois, c'est pas du tout contre lui, c'est pas du tout pour l'intérêt, mais un joueur comme Tchouaméni, là, pour le coup, c'était quoi pour toi dans la tête d'Ancelotti? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a préféré ça? Moi, je pense qu'il a privilégié l'expérience et à mon avis, hein, après, on n'est pas dans sa tête, mais il a dû se dire, bah, j'ai un joueur qui a coûté 100 millions d'euros et qui a de l'expérience, donc je le mets sur le terrain, même si c'est pas son poste. Parce qu'en plus, il a déjà joué en défense centrale et qu'on a pris l'habitude de jouer en défense centrale avec lui depuis l'absence de Militao. Même si Asensio a donné des gages de sécurité, il est jeune, il a le temps. Et on a vu que Ancelotti avait dit ça pour Hendrick aussi. Il avait dit il est jeune, il a le temps de progresser, etc. Et j'ai l'impression qu'au Real Madrid, il y a cette tendance en fait à vouloir absolument mettre des gens d'expérience au lieu des gens jeunes. Mais on a l'impression que c'est pas forcément la méritocratie qui prime en fait. Mm. Et là, j'ai l'impression que peut-être ce match peut permettre à Ancelotti de revoir son fusil d'épaule et de se dire, bah, finalement, j'aurais peut-être dû mettre Asensio, qui effectivement était bluffant depuis qu'il était sur le terrain. Et là, hier, de façon inexplicable, il n'a pas mis. Mais alors moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, entre guillemets. Mhm. Moi, en fait, je me disais, le Real Madrid peut jouer comme ça avec 4 offensifs. Mais quand vous jouez Huelva, Valladolid, etc., enfin, des équipes un peu plus Majorque. Contre Majorque, ça passait, même s'ils sont 6e de Liga, mais enfin, ils étaient avant ce week-end 6e de Liga, mais là, ça passait. Mais face aux flèches du Barça, vous mettez 2 milieux défensifs, et encore, on parle de Camavinga et Valverde qui se projettent vite vers l'avant. Ce ne sont pas ce sont des milieux défensifs, mais plutôt relayeurs. Là, vous n'avez pas de sentinelle comme quand le Real avait Makelele, c'était une vraie sentinelle. Quand vous avez Casemiro. voilà, Casemiro, bien sûr, pour plus récemment. Casemiro, par exemple, était une vraie sentinelle. On avait Toni Kroos qui jouait quand même un peu derrière, qui sécurisait un peu ce milieu de terrain. Et là, en fait, même Chouamini, quand il joue à ce poste-là, mais là, il n'y avait rien. voilà, c'est ça. Et là, on avait ce pivot. Mais il y avait ce pivot avec devant des joueurs qui défendent presque pas. Ils se sont pris des flèches dans le dos et c'était comme ça. Moi, enfin après, c'est toujours facile de parler après, mais Ancelotti aurait été plus prudent de mettre un troisième milieu axial, par exemple Ceballos, pourquoi pas, et de jouer avec un milieu de terrain plus renforcé et en mettant 3 attaquants au lieu d'en mettre 4. Enfin, je dis les 4 offensifs, hein, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé, en sachant qu'il y en a un Mbappé qui défend quasiment pas. Et si on avait eu que 3 offensifs au lieu de 4,
peut-être qu'il y en aurait eu un, notamment Ceballos, qui aurait pu jouer peut-être en libéraux du milieu de terrain et peut-être essayer de justement colmater les brèches et compenser les manques de Tchouaméni en défense centrale. Et peut-être qu'à ce moment-là, les vagues auraient été un petit peu plus contenues. Ce Ils qui est auraient étonnant, peut-être c'est perdu, mais ils n'en qu'Ancelotti auraient pas pris 5. n'a pas corrigé ça en cours de match non plus, quoi. On se demande s'il n'est pas un peu dépassé l'ami Carlo, là, parce que là, il s'est pris une vague, là, il a pas trop réagi. Mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, comme il est mené déjà 4-1, qu'après il y a 5-1, 5-2, il essaie de revenir. Et le problème dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut soit s'en prendre 10 ou alors il a pris un risque, hein. Mais sinon, il a quand même essayé parce qu'ils ont attaqué derrière et que le Barça était à 10. Je pense que si le Barça avait été à 11, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que là, il fallait essayer de ne pas prendre une grosse valise non plus. Oui, il y a un truc pareil mais encore une fois, c'est sur ces choix d'hommes, hein, je reviens là-dessus, et ça va être peut-être récurrent dans mon discours à moi, mais moi, c'est sur, encore une fois, les choix d'hommes que moi, j'ai du mal à saisir. Hier, on l'a vu, bon, Tchouaméni fait un match horrible, et t'avais un joueur qui encore une fois, je redis, mais par comparaison, de l'autre côté, t'as Hansi Flick, t'as un joueur Casado que personne n'avait entendu parler ou presque pas. Et en fait, là, il fait dès qu'il est sur le terrain, il était très bon. Hop, tu lui Il fais est confiance. bluffant. Voilà, il est bluffant, il est incroyable. Tu lui fais complètement confiance, totalement confiance. Bah oui, bien sûr, évidemment, et ça semble presque logique. Et maintenant, tu te dis, bah, en fait, comment ça sert à rien de jouer sans. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais le fait que tu pouvais presque faire partir des Young, parce que c'est un peu la vérité, que c'est un peu le même poste, et au final, bah, t'as un joueur incroyable, en fait, t'as un joueur incroyable qui sort de la Masia, et de l'autre côté, bref, tu leur fais pas confiance. Moi, il y a un autre homme que moi, j'ai été vraiment très, très déçu de pas voir, et voilà, et parce que dès qu'il rentre, moi, il me bluffe aussi. C'est Arda Güler que, pour le coup, j'ai vraiment. Encore une fois, c'est pas du tout pour enlever du mérite à Rodrigo, qui hier, des 4 de devant, c'est lui qui fait le meilleur match, largement. Mais C'est le plus sous-estimé d'ailleurs, je trouve, et c'est étonnant, Rodrigo, parce que je trouve que c'est un super joueur avec une super mentalité. Et moi, pour moi, en ce moment, moi, je le trouve pas moins bon que Vinicius, hein. Ah, Enfin, je suis 100% d'accord, et c'est pour ça que je dis, c'est pas du tout contre lui, et sur ce match-là, c'est des 4 devant, c'est lui qui fait le meilleur match. Mais quand tu vas jouer, encore une fois, comme tu as dit, le Real Madrid, etc., et que tu as besoin d'hommes un peu plus pour tenir le ballon, etc., ben, en fait, à mon avis, moi, j'aurais joué avec Arda Güler sur un côté, histoire de avoir un meilleur lien, en fait, entre le milieu de terrain et l'offensive, parce que en fait, ouais, tu peux plus garder le ballon avec des Arda Güler, etc., qu'avec Rodrigo. Et encore une fois, ça aurait été là, par exemple, après le match, évidemment que tu dis, eh ben, il fallait mettre Arda Güler à la place de, je sais pas, Bellingham ou, euh, ou, euh, ou, ou Vinicius, parce que les deux font pas du tout un bon match. Mais voilà, avant le match, c'était à la place de Rodrigo. C'est pour ça que je préfère le préciser. Évidemment, Rodrigo, il a fait un match incroyable. Mais quand tu regardes avant le match, tu te dis pas, oh, je vais pas mettre Vinicius pour mettre Arda Güler. Enfin bref, ça me semble assez évident. C'est pour ça que je le précise là. Mais oui, moi, je comprends pas pourquoi il est autant sous-estimé dans les deux confrontations de Supercoupe d'Espagne. Il n'a pas du tout joué, alors que le dernier match avant, donc c'était un match en coupe, hein, mais il met un doublé. Il est incroyable, et il est totalement sous-estimé et sous-utilisé, pardon, par Ancelotti, et moi ça me déçoit pas mal. Mais moi, encore une fois, c'est sur ce manque de lien au milieu de terrain. Je pense qu'il aurait pu en ajouter. Je sais pas si vous avez autre chose qui vous a pas plu. non, moi, je voulais juste souligner, en fait, tu viens d'illustrer exactement ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que le Real on dirait qu'il y a ce problème de faire confiance aux jeunes, alors que le Barça, c'est l'inverse. Et c'est vrai que quand on voit Koubarsi en défense, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans, alors qu'il est là depuis 2 ans. Et qu'il a 17 ans, hein. Et qui a que 17 ans. Enfin, c'est ça qui est bluffant, c'est que lui et Yamal en attaque, on a l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans, alors que et ils sont déjà indispensables à cette équipe. Parce que si vous regardez bien le Barça, quand ils perdent leur 3 des 5 matchs, enfin, je crois que c'est au mois de novembre, Yamal, à un moment, est absent. Il n'était pas au rassemblement de Ouais, l'équipe d'Espagne, ça et il correspond était avec le absent. sens du Yamal, hein. Et ça a causé beaucoup de problèmes aux Catalans. Donc, c'est bluffant de voir ces jeunes qui sont déjà indispensables. Mais le club a réussi à leur faire confiance, en fait.
Là où le Real a du mal, il y a toujours ce truc de star et que ça doit être des stars, des stars, des stars et pas des joueurs comme Asensio qui demandent qu'à jouer et à exprimer leur talent. Exact. Et tu vas voir qu'ils vont prendre quelqu'un à la place d'Asensio cet hiver, hein. Malheureusement, ils vont continuer dans cette voie-là parce que c'est leur façon de penser, leur façon de travailler. C'est possible. Et il y a en latéral droit, on parle beaucoup de Trent Alexander-Arnold, qui est en fin de contrat en juin prochain à Liverpool, qui visiblement va pas prolonger, probablement signer au Real en tant qu'agent libre. Mais il se pose la question là de savoir si peut-être ils vont essayer de peut-être passer à l'offensive, en sachant que Liverpool, peut-être, ça va les intéresser parce qu'ils pourraient obtenir une manne financière et que c'est leur dernière chance d'en obtenir une avec lui. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, ouais, pas mal de trucs sur ce match-là. Encore une fois, pas forcément. C'est pas ce qu'on dit, et je préfère le prévenir pour les gens qui nous regardent et qui vont nous regarder après par la suite. Même si ce Real Madrid a beaucoup de problèmes entre guillemets en ce début de saison, ils étaient sur une très belle lancée. Le Real, ils sont bien revenus en Liga alors qu'ils avaient 6 points de retard à un moment, etc. En Ligue des Champions, c'est coup-ci, coup-ça, évidemment. Ils sont pas très, très bien placés là actuellement, mais ça reste le Real Madrid et évidemment, sur n'importe quel match, ils peuvent le gagner. Et quand ils égalisent par Mbappé, alors qu'ils sont totalement dominés par le Real Madrid, par le Barça, on se dit, ah ben ouais, mais en fait, oui, forcément, cette équipe, c'est tout le temps ça. En fait, t'es jamais à l'abri. Jamais à l'abri. N'importe qui peut perdre contre le Real Madrid. Enfin bref, il y aurait, entre guillemets, aucune vraie surprise. Parce que ça reste une équipe déjà comme vous le dites de stars et on juge sur ce match-là, pas forcément sur ce qu'ils vont faire par la suite et ce qu'ils vont gagner ou pas cette saison d'ailleurs. Mais bref, je préférais le préciser. On juge surtout sur ce match-là et sur aussi un peu ce qu'on a vu en ce début de saison, hein, parce qu'il y a eu des matchs. Bref, ce match-là est le reflet de pas mal d'autres matchs, notamment le 4-0 subi en championnat par les mains de ce même Barcelone. Encore une fois, c'est pas un match isolé. Non, là, c'est multirécidiviste. Enfin, ça fait 2 fois où ils se font taper la même saison par le Barça, où ils se prennent plus de 4 buts sur 2 matchs. Enfin, bref, ça commence à être. Enfin, ça peut être préoccupant quoi, sur ce côté-là. Donc ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet affrontement Barça-Real? Est-ce qu'on passe à la suite? Vous me dites. Est-ce que vous avez autre chose à. Passons à la suite. Ouais, passons à la suite. Allez, ben c'est parti. Écoute, en tout cas, juste pour terminer là-dessus, les prochains affrontements du Real, donc c'est en Coupe du Roi, donc là, dans 3 jours, ils affrontent le Celta Vigo, et puis après en Liga, donc le week-end prochain, c'est Las Palmas avant d'aller en Ligue des Champions, enfin d'affronter en Ligue des Champions le Red Bull Salzbourg. Côté Barça, c'est pareil, Coupe du Roi d'abord, donc dans la semaine, dans 2 jours juste contre le Betis. Ils affrontent là, en Liga le Retafe et puis ils vont à Lisbonne pour affronter le Benfica en Ligue des Champions le 21 janvier. Sacré Ah, match. comment? Sacré match. Sacré match. Un match très intéressant. Et puis Angel Di Maria qui va retrouver le Barça. Lui qui a Face à joué au Jules Real Madrid. Koundé. Comment? Face à Jules Koundé. Ah, ça Jules Koundé, tout à fait. Ça va pas être. Ça a loin d'être évident. Mais ouais, on aura le temps de les pronostiquer ces matchs-là.